Je vous montre des choses que j'aimerais acheter chez Costco, mais que je peux pas acheter en tant que personne seule qui veut pas gaspiller. Principalement des affaires dans les trucs réfrigérés qui se congèlent mal, la grosse couronne de crevettes. Impossible que je passe au travers de ça, mais oh, sont tellement bonnes. Ce pack de viande froide pour faire des sandwichs, quand même un bon prix, 15$ pour tout ça. Mais ça se congèle dessus, j'ose pas, puis c'est certain que je finis toujours par en perdre, donc j'en achète plus. Même chose pour le hummus Fontaine Santé, et en plus c'est en spécial, 5,99 pour 2, mais à moins d'avoir une dépendance étrange à l'hummus, très difficile de passer au travers de ça avant que ça expire. Ah, il est bon jusqu'au mois de décembre, mais une fois ouvert, il sèche, puis il finit toujours par finir pétillant. Bon, les bananes, ça c'est complètement terrible. Ils sont 1,99 $ par genre de grappe de bananes comme ça. Il finit toujours par m'en rester 2-3 que je mange pas, mais à 2 $, c'est triste, mais c'est quasiment plus avantageux d'en gaspiller que d'aller en acheter moins à l'épicerie. Les laitues Attitude de mélange printanier, ils ont l'air de ça. Faut vraiment en manger beaucoup parce qu'ils finissent toujours un peu trop mouillés, un peu humides, pas belles dans le fond. Puis j'en gaspille, donc j'en achète plus. Ça par contre, vraiment très bon, le pesto. Marque Kirkland Signature, ça se congèle vraiment bien. 14,99 $. Ouh, ça, c'est la rangée qui va faire mal. C'est la même chose pour le fromage en crème. J'aime ça sur des bagels avec un peu de saumon fumé. Regardez le format. Quand on le congèle, j'ai déjà essayé, il devient comme pas la même texture du tout. Alors, j'en achète plus. 13 $ pour 2 gros pots. Ça, par contre, le mozzarella râpé à 20 $ pour ces 2 immenses trucs se congèle très bien en petites portions. Ça, j'en achetais avant. Honnêtement, ça se congèlerait, mais je suis saisi 28,99 $. C'est sûr que c'est beaucoup de hot dogs, mais c'est toujours bien que des hot dogs, 30$. En fait, c'est ceux-là que j'ai acheté avant. C'était le saucisse au bœuf. 24 $, une affaire de hot dog. Le Nutella, le format des pots, 1 kg, c'est sûr que ça pour moi c'est du gaspillage. Ça, à chaque fois que je passe devant, j'ai envie d'en acheter puis je résiste. C'est 20 $, c'est les sandwichs à la crème glacée S'mores. Je les ai vus passer sur TikTok, mais c'est beaucoup trop. Les crevettes, les 21-25, super achat. Ça se dégèle très bien au fur et à mesure. Le pâté au poulet Saint-Hubert, il est bon, mais j'ai déjà fait l'erreur. Je vous garantis qu'après 8, le 8e passe un peu de travers. L'immense jarre d'huile de coco à 29 $. Je vous dis, un gars tout seul célibataire, tu viens que tu sais plus quoi faire avec pour la passer. Puis je vais finir là-dessus. Elle tombe souvent, la mayonnaise à 8,49 $. Imbattable comme prix, même à 10,99 $, c'est un bon prix, mais il faudra en manger en quantité astronomique. Est-ce qu'il y a d'autres affaires que vous avez toujours rêvé d'acheter chez Costco, mais vous vous dites, moi, jamais finir ça tout seul? La maison de la première saison de Big Brother Célébrité est à vendre et vous pourriez sauver beaucoup d'argent. Elle est en vente au prix de 5 millions de $. Ça peut avoir l'air d'être beaucoup, mais je suis tombé sur un article paru en 2011 qui disait que la maison était en vente au prix de 14,9 millions de $. Hey! C'est presque 10 millions d'économies, ça! Je me suis dit que ce serait quand même drôle de comparer un peu la maison qui a servi pour la saison 1 avec la maison qu'on utilise en ce moment et dans laquelle j'ai passé 6 semaines. Et vraiment, ce qui me marque le plus directement en commençant, c'est la taille de la maison. Je la trouve immense. C'est certain qu'ils n'ont pas utilisé toutes les pièces pour faire la saison, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a aussi l'équipe technique qui occupe une grosse partie de l'espace et qu'on voit jamais à la télévision. Dans la nouvelle maison actuelle de Big Brother, ils sont comme au 2e étage par-dessus la cuisine. Fait qu'on s'en rend pas trop compte, mais clairement dans cette maison-là, je sais pas où est-ce qu'il était, mais il y avait en masse de l'espace. Mais c'est drôle parce qu'on reconnaît quand même assez bien plusieurs des pièces, mais celle-là, c'est vraiment la pièce qui, selon moi, est la plus différente entre les 2 maisons. C'est la pièce des challenges. Elle a l'air minuscule. Dans la nouvelle maison, c'est au moins 3 fois plus grand. Là, c'est immense, la pièce des challenges. Surtout quand on compare à la taille du salon et des autres pièces. Là, vraiment, ça, c'est un gros upgrade. Ça, c'est l'endroit où ils faisaient les cérémonies du veto et les cérémonies d'élimination du dimanche. Et je dois dire que ce qui me frappe le plus, c'est à quel point le décor d'origine de cette maison est terrible. L'équipe de Big Brother a vraiment fait un bon travail
travail pour essayer de masquer les finitions qui sont pas super belles de cette maison-là. Mais la pièce qui, clairement, pour moi, a le moins changé, c'est la cuisine. J'ai des souvenirs assez vivides de Marie-Chantal Toupin en train de préparer des poitrines de poulet sur cet îlot de cuisine. Sinon, tout le reste, honnêtement, moi, je ferais une méga rénovation de cette maison. Je déteste qu'on ait mis des céramiques et des planchers durs partout, mais vraiment, une maison au bord de l'eau comme ça, c'est certain que ça fait rêver. Surprise, quand j'ai pris possession de mon condo, on est parti avec le placard dans ma chambre à coucher. C'est une erreur de bonne foi des vendeurs et c'est réglé, mais il fallait quand même que je trouve une solution pour mon placard et j'ai opté pour les armoires Pax de chez Ikea parce que ça réglait deux problèmes d'un coup. De un, ça a réglé mon problème de porte. J'ai une porte à mon placard et aussi au niveau de l'aménagement intérieur, j'ai des tiroirs, j'ai une pôle pour suspendre mes vêtements et j'ai même un espace pour pouvoir ranger mes nombreuses paires de souliers. C'est vraiment super. Et j'ai un côté un peu maniaque en moi qui se demande si au lieu de le fixer au mur, j'aurais pas dû le tirer un peu plus pour plus qu'il y ait cette craque au plafond. À suivre, mais j'adore le résultat. Et tant qu'à faire un projet Ikea, pourquoi pas refaire mon bureau aussi? Je l'ai installé dans la plus grande chambre de mon condo parce que dans l'autre chambre, je fais juste dormir, mais mon bureau, je passe presque 100% de mes journées ici. Je voulais avoir des étagères parce que j'ai beaucoup de matériel de tournage puis il y a certains objets qui sont pas tant cute. Alors une armoire avec des portes, c'est une super idée. Je me suis fait un coin lecture, pas que je suis un grand lecteur, mais quand on passe toute la journée dans la même pièce, c'est le fun d'avoir comme des petites zones. Fait que je me suis dit ce serait le fun de pouvoir m'installer là avec mon portable pour travailler, pour un peu varier la formule au courant de la journée. Pour mon bureau de travail, ben là je suis allé assez classique. Pour moi un bureau ça peut jamais être trop grand parce qu'on finit toujours par laisser traîner des papiers, des colis pas ouverts, des affaires du genre. Et j'adore la finition de ce nouveau bureau disponible chez Ikea. Puis j'ai pris un genre de petit classeur à côté, mais je classe pas grand-chose là-dedans. C'est pour mettre mon imprimante. J'adore mon nouveau bureau et je vous ai mis les modèles de tous les meubles dans la description. Je suis tombé sur ce TikTok qui a littéralement brisé la magie pour moi. Si vous êtes fan de l'émission House Hunters sur HGTV et que vous voulez pas être désillusionné comme moi, écoutez pas ce TikTok. Je suis tombé sur cette courtière qui a été approchée pour faire l'émission House Hunters. J'adore cette émission-là. C'est généralement une personne ou un couple qui vont visiter 3 propriétés et qui, à la fin de l'émission, choisissent parmi les 3. Je suis particulièrement fan de toutes les éditions qui se passe ailleurs dans le monde, idéalement dans des pays chauds. Et là, la courtière explique comment il fonctionne parce qu'à chaque émission, comme par magie, les acheteurs réussissent à acheter une propriété. Il n'y a pas de surenchère, il n'y a pas de déception. Alors, comment ils réussissent? Elle dit qu'il y a un contrat qui est entre l'émission et les acheteurs. Et pour pouvoir participer à House Hunters, il faut qu'il y ait déjà une propriété en processus d'achat. Ils peuvent pas aller visiter des maisons puis choisir après. Dans le fond, il faut qu'ils soient entre leurs promesses d'achat accepté et son état au Québec, le moment où il passe chez le notaire pour récupérer la maison. Et les 2 autres maisons qu'ils vont visiter, c'est vraiment juste pour le fun. Ils font semblant de les visiter pour qu'il y ait une émission de télé, puis là, ils passent des commentaires comme s'ils hésitaient, mais dans le fond, ils n'hésitent pas. Ils ont déjà choisi leur maison. Bref, ça m'a vraiment déçu. Est-ce que ça fonctionne comme ça pour les émissions de télé québécoises? Je ne sais pas. J'ai jamais travaillé sur ce style d'émission-là, mais honnêtement, ça tue la magie. STM a dévoilé le nom des nouvelles stations de métro de la ligne bleue qui vont être en construction pendant les prochaines années et les noms font réagir. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Je vais vous donner ma note d'appréciation pour chacune des stations. D'abord, je trouve, des fois, faut pas se casser le bessic et c'est ce qu'on a fait pour la station Anjou. Pourquoi Anjou? Pas compliqué, étant Anjou. Je donne une note de 10 sur 10. Ensuite, on a Madeleine Parent, une syndicaliste à googler. Pas un personnage que je connaissais, mais on va la découvrir. Ensuite, c'est là que ça devient le fun. On a Cesira Parisotto, une référence à la communauté italienne. Moi, je dois dire, je ne connais pas le personnage, mais c'est pas nécessairement simple. Cesira Parisotto. Ensuite, on a un personnage de la communauté autochtone, Mary To Axe Early. Ça, c'est le nom le plus compliqué. Je peux pas imaginer que les gens vont vraiment l'utiliser. Il va sûrement avoir un nom d'usage style Mary To Axe ou Station Meritou. Et on dit qu'on va s'habituer parce qu'évidemment, dans le métro, on va le prononcer, mais la façon qu'il prononce Atwater, Square Victoria, d'après moi, ça va plus être genre prochaine station, Maritou Axe Hurlé. À suivre. Ensuite, ben là, j'haïs pas du tout la sonorité de la prochaine station. C'est la station Vertière, un événement qui parle
à la communauté haïtienne. Un autre truc à googler, pas un spécialiste de ça, mais je trouve que ça fait un peu français parisien, où il y a des stations style Créteil, le Ponceau, station Vertière, je sais pas, j'aille pas ça. Et ben, ça va finir avec la station Saint-Michel qui changera pas de nom. Vous en pensez quoi? Je ne fais pas une très belle drag queen. C'est la semaine de la fierté à Montréal et quelle occasion de retrouver des photos de toutes les fois où j'ai été transformée en drag queen. Préparez-vous, c'est terrible. Donc, le premier look a été réalisé par la drag queen Barbada. Mon nom de drag queen, c'est Manon et je trouve que j'ai l'air d'être un enfant échappé à la naissance. Il y en a qui disent que j'ai l'air de Céline Dion, mais personnellement, je trouve que j'ai plutôt l'air de Claudette. Deuxième look, encore réalisé par Barbada. J'ai pas de nom, mais je suis toujours aussi dégueulasse. J'ai l'air d'avoir été échappé dans l'alcool à poêle à fondu. Et oui, je suis bel et bien dans les bras de Georges Larac. Dernier look, je vous présente Margarine. C'est après avoir passé, j'exagère à peine, 9 heures sous les pinceaux de mon ami Rainbow. On essayait de faire un look pour donner l'impression qu'on était des sœurs. J'ai l'air d'être sa sœur qui fait du mauvais cholestérol. Voici les cartes de crédit que j'utilise pour vrai. À chaque automne, j'aime ça faire un petit ménage puis vérifier que les programmes pour lesquels j'ai choisi mes cartes sont toujours les meilleurs. Et cette année, j'ai décidé de garder les mêmes cartes. La première carte que j'aime, c'est quand même une carte très populaire, c'est la CIBC World Mastercard offerte aux membres chez Costco. Avant, je l'utilisais pour à peu près tous mes achats. Puis une fois par année, ça me donnait un bon que je pouvais échanger contre un rabais chez Costco. Mais je préfère ma prochaine carte pour plusieurs raisons. Je l'utilise encore évidemment pour mes achats Costco et pour l'essence. À chaque année, je réussis à couvrir l'abonnement Costco simplement avec les remises. Donc c'est comme une carte qui me coûte absolument rien à utiliser. La prochaine carte que j'aime utiliser, c'est la Mastercard Banque Nationale World Elite. Je me suis intéressé à cette carte-là la première fois parce que j'avais perdu mes assurances voyage qu'on a en tant que membre de l'Union des artistes. Ce que j'aime de cette carte-là, ben d'abord, c'est que on a accès au lounge Banque Nationale à l'aéroport de Montréal. Donc, si vous voyagez, c'est quand même un bel avantage à avoir. C'est comme un lounge où on peut attendre nos vols. Il faut que ce soit un vol international. Ça peut pas être pour les États-Unis ni pour le Canada, mais on peut attendre notre vol là. Il y a un buffet, il y a de l'alcool. On peut prendre un petit verre de vin à volonté en attendant notre vol. Ça peut être très achalandé, par exemple, si vous avez des vols le soir. Sinon, j'aime beaucoup le programme de points. Je le trouve assez généreux. Puis, c'est compliqué de savoir exactement les pourcentages parce que ça fonctionne avec des points. Et selon les catégories d'achat, c'est des points qui sont différents. Et il y a un portail qui existe où on peut se connecter pour aller changer nos points contre des cadeaux. Moi, je vous dirais que la majorité des cadeaux ne valent pas la peine. Ce qui est vraiment avantageux, c'est les cartes cadeaux. Puis, ça vaut aussi la peine d'accumuler ces points. Comme par exemple, moi, j'aime beaucoup commander des cartes cadeaux de la SAQ. Et mettons une carte cadeau de la SAQ, si je me trompe pas, c'est comme 8000 points pour 50 $. Mais si on veut celle de 100 $, c'est pas 16 000 points, c'est 12 500 points. Fait qu'il y a comme un avantage à attendre d'avoir assez de points pour faire un échange. Truc. Et l'autre carte que j'aime bien utiliser, c'est la Mastercard Wealth Simple. Et ça, c'est pas une vraie carte de crédit. Ça utilise le réseau Mastercard, mais il n'y a pas de crédit avec ça. C'est vraiment une carte de débit. Mais étant donné que c'est Mastercard, il n'y a pas de frais. Et puis, on peut l'utiliser à peu près partout dans le monde. Et c'est exactement là que je l'utilise. Deux avantages. De un, si on veut retirer de l'argent de notre compte, même si c'est un guichet dans un restaurant ou dans un bar, on nous rembourse les frais. Donc, il n'y a jamais de frais pour retirer de l'argent. Mais quand on l'utilise, par exemple, pour une transaction en euros, en dollars américains, en pesos mexicains, peu importe, on a toujours le meilleur taux de conversion possible. C'est toujours le taux du jour. Et il n'y a pas de frais de conversion. Donc, il y a au moins 1%, 1% et demi à aller économiser par rapport à d'autres cartes, même des cartes voyage. Donc, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est une carte que j'aime bien utiliser. On a encore la preuve que la vie est moins facile pour les personnes célibataires qui vivent seules que pour ceux qui sont en couple avec des enfants. Il y avait un article dans la presse en fin de semaine qui a fait pas mal jaser où on a classé par tranche de revenus par ménage les revenus disponibles des Québécois et on y va par tranche de 10% de la population pour y aller des 10% les plus pauvres aux 10% les plus riches. Mais il y a une donnée qui est sortie et qui est quand même un peu passée sous le radar, c'est qu'il y a 50% des couples avec enfants qui gagnent plus de 152 374 $ et il y a la moitié des gens qui vivent seuls sans enfants qui gagnent moins de 41 480 $. Donc, les gens qui sont en couple avec des enfants ont plus que le double des moyens des personnes qui vivent seules pour payer tous les trucs de base à deux,
Tandis que les personnes célibataires qui vivent seules, comme moi, on est pogné à tout payer tout seul avec pas mal moins d'argent. Voici comment j'ai fait pour renflouer mon CELI dans les dernières années. Et spoiler alert, c'est pas en travaillant plus. Et oui, une autre vidéo d'argent. Suivez-moi si vous aimez entendre parler de finances personnelles. Puis le but, c'est pas de se comparer puis de créer des inégalités ou de se trouver riche, de se trouver pauvre. C'est vraiment dans le but de comprendre nos finances et s'améliorer et en avoir le plus possible dans nos poches. Donc, pour renflouer mon CELI, ce qu'il faut savoir dès le départ, c'est que moi, j'ai une situation particulière. Je suis travailleur autonome et je gagne mes revenus à l'intérieur d'une incorporation. Ça vient avec une foule d'avantages au niveau de l'impôt qu'on paye et des déductions possibles, mais c'est au prix d'avoir aucune sécurité d'emploi, aucun congé de maladie, aucune paye de vacances. Et j'en sais quelque chose. Pour la première fois de ma vie cette année, j'ai dû être hospitalisé 3 fois et ça m'a privé de travailler pendant quelques mois et c'est ma pire année en termes de revenus. Il faudrait pas que ça arrive trop souvent. Donc, quand même quelque chose à garder en tête si on choisit d'aller vers le travail autonome. La raison principale pour laquelle j'ai été capable de renflouer mon CELI, c'est parce que je suis propriétaire d'un condo depuis 2014. J'ai la chance d'être assez vieux pour avoir connu les années où c'était possible de devenir propriétaire avec un seul salaire dans la vingtaine. Je sais qu'aujourd'hui, c'est presque un mirage de penser pouvoir faire ça. Fait que c'est vraiment la plus grande chance que j'ai eue, c'est d'être vieux. J'avais le timing de mon côté. Ce que j'ai fait, c'est que présentement, j'habite dans mon 4e condo et à chaque fois que j'ai vendu mon condo, j'ai profité du marché qui s'est comme emballé et au lieu de éponger ou réduire ma dette hypothécaire, j'ai toujours recommencé un nouvel amortissement de 25 ans. Donc, quand j'ai vendu mon condo, j'ai fait un profit. Comme c'est ma résidence principale, je ne paye pas d'impôts sur les dizaines de milliers de dollars que j'ai réussi en faisant ça. Et je recommence une nouvelle hypothèque et j'envoie l'équité que j'ai récupérée dans mon CELI, qui est un autre véhicule dans lequel on ne paye pas d'impôts. Et j'ai fait ça 3 fois déjà, ce qui m'a permis vraiment de rapidement pouvoir monter à coût de quelques dizaines de milliers de dollars. La conséquence de ça, c'est que présentement, j'aurais à peu près 15 ans qui me resterait, même moins, j'aurais comme 13 ans qui me resterait à rembourser mon hypothèque. Et là, il me reste 24 ans et quelques mois. Faut pas trop penser à ça. La raison pourquoi je fais ça, c'est que historiquement, les marchés ont battu les taux d'intérêt des hypothèques. Si on investit dans les indices, historiquement, c'est comme entre 6 et 8 de rendement. Mon taux hypothécaire est à 4 en ce moment. J'ai eu plus bas que ça dans les dernières années. Si on regarde sur 10 ans, le S&P 500, je pense que c'est quelque chose comme 12 la moyenne. Faut pas se fier à ça. C'est vraiment une moyenne historique. Ça veut rien dire sur l'avenir, mais c'est comme un risque que j'ai décidé de prendre avec mes sous. Ça vaudrait pas la peine de faire ça si c'était pas dans le CELI parce que l'impôt viendrait quand même annuler pas mal de nos gains. Mais moi, je ne prends pas de REER. C'est 100% dans mon CELI que j'envoie mes sous. Et ça, c'est vraiment un cadeau qu'on a donné aux plus riches dans les années des conservateurs de Stephen Harper. Et si vous voulez mon avis, j'ai l'impression que ces programmes-là ont besoin d'être plafonnés parce que là, on est rendu plusieurs années plus tard et c'est un cadeau tellement démesuré qu'on donne aux gens qui ont de l'argent par rapport à ceux qui en ont pas. Mais je suis jamais très populaire quand j'exprime cette opinion-là. Les 2 autres choses que j'ai faites pour renflouer mon CELI, c'est que j'ai accepté que j'allais vivre le plus humblement possible jusqu'à temps que j'aurais pas atteint le plafond de mon CELI. Donc, le moins de dépenses possible, pas de flafla à part en ce qui concerne mes investissements dans mon condo. Et la dernière chose que j'ai faite, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai vendu ma voiture et j'ai mis tout l'argent de ça dans mon CELI. Et depuis ce temps-là, je roule en minoune. Ma voiture a 15 ans. C'est ma voiture préférée parmi toutes celles que j'ai jamais eues parce que j'ai pas de paiement dessus. Et je croise les doigts pour qu'elle me lâche pas à tous les jours. Bref, ça vaut la peine de consulter un fiscaliste pour savoir exactement comment maximiser notre argent parce que quand on connaît pas les programmes qui existent, même si on est d'accord ou pas d'accord avec les programmes, sont là et en ne les utilisant pas, on laisse beaucoup d'argent sur la table. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les lecteurs de nouvelles? C'était le sujet d'un article dans la presse cette semaine et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Ils ont interviewé les lecteurs de nouvelles québécois pour savoir s'ils se sentaient menacés parce qu'il y a eu une présentation d'une présentatrice de nouvelles qui est complètement IA puis on voulait savoir si Patrice Roy, Sophie Thibault et tous les autres se sentaient comme menacés par l'arrivée de l'IA et ils ont tous dit un peu
la même chose que non, 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 le public québécois aime tellement se voir des vraies personnalités avec de la sensibilité, ça prend tellement de capacité pour être un lecteur de nouvelles que c'est impossible à remplacer par de l'IA. Et je les trouve plutôt candides. Moi, je serais un peu plus nerveux que ça. J'ai l'impression que la raison pourquoi ils s'inquiètent pas, c'est qu'ils voient leur métier ou la lecture de nouvelles vraiment comme si ça allait toujours être de façon linéaire à la télévision et que la forme allait jamais changer, mais c'est déjà en train de changer. Il y a tellement moins de monde qui regarde la télévision de cette manière-là pour s'informer. Et moi, je pense que très facilement, on pourrait remplacer les lecteurs de nouvelles sur TikTok, surtout pour les sites un peu comme 24 heures ou Monde de Stars ou ce genre de plateforme-là qui relaie des articles ou de l'information qui existe déjà avec un journaliste qu'on connaît pas tant que ça ou qu'on n'a jamais vu ailleurs, qui est comme en tout petit dans le bas. Ça, selon moi, c'est la première chose qu'on va remplacer par de l'intelligence artificielle. Patrice Roy, d'après moi, on va l'avoir pour un bout. C'est tout ce que j'ai acheté pour 74 $ sur Food Hero. Ça aurait dû me coûter 79 $, mais j'avais 5 $ de rabais. Vous aussi, vous pouvez avoir 5 $. Je vous ai mis un code dans les commentaires. Alors, je commence avec ceci. J'ai des chaussons aux pommes, 5,49 $. J'ai payé ça moitié prix. Ensuite, j'ai trouvé des muffins bleuets. Il y en a 4. Je les ai payés 3 $. Encore des muffins. Ceux-là sont même saveur, 3 $ aussi. Donc, j'ai 8 muffins pour 6. J'ai aussi pris des chaussons au bleuet qui étaient 5,49 $. C'était aussi à 50%. En fait, j'ai rien pris qui n'était pas à 50%. J'ai ça ici qui est une poitrine de poulet mariné. Elle était 8 $, donc j'ai payé 4. Ça, je savais même pas qu'il y avait ça, mais je trouve ça génial. C'est une demi-tarte aux pommes. 7 $, donc 3,50 $. De la saucisse à hot dog. Je me rappelle pas du prix. Je vais vérifier puis je vais l'écrire. Encore des muffins. Ceux-là sont super bons. Sont aux dattes et aux noix. C'était 3 $ aussi pour 4. Des petites saucisses à déjeuner. J'aime bien ça. Je les mets dans la air fryer. Super le fun pour se faire des brunchs à la maison. Des steaks sont vraiment petits. C'est filet mignon. Filet mignon. Je savais même pas que j'avais pris ça. Je pense que c'est une erreur. Ils m'ont pas mis les bons parce que j'aurais jamais payé 10 $ pour deux petits steaks de même. J'ai des brochettes de bœuf marinées au coût de 12,49 $. Donc 6 $ finalement. Ça, honnêtement, je ne sais pas si ça va être bon. C'est une salade de betterave. Tout est congelé sur Food Hero et c'était 2,50 $. Fait que je vais la laisser déjà au frigo. Puis on va voir demain midi si ça me ferait pas un beau petit lunch. J'ai aussi ce morceau d'emmental, 175 grammes. J'ai acheté ça pour mettre sur de la soupe à l'oignon. Et finalement, j'ai 3 pizzas de petite taille. C'est des 10 pouces qui reviennent autour de 4 $ chacune. J'en ai une comme ça, une autre qui est toute garnie. Et j'ai aussi pris une super grosse pizza comme si j'avais une famille. Celle-là, elle est style New York. C'était 12 $. Donc voilà, c'était ma commande Food Hero.